pourquoi il faut absolument regarder cet épisode. Parce que Adil est génial, Hugues est beau gosse, donc un bon retour d'expérience sur pourquoi entreprendre. Il y avait beaucoup de confidences de ma part et de transparence sur l'aventure Brix depuis le début, parce qu'on s'est super bien amusé avec Adil. Merci beaucoup encore, et puis profitez. Derrière moi, il y a, pour une fois, j'ai le chat derrière et du coup l'audience regarde tous les messages que vous allez écrire, ça va être très très drôle et du coup vous pouvez mettre ce que vous voulez durant tout le live, ça va être un petit régal. Yes, salut, voilà, salut. Moi j'ai l'habitude de dire wesh la Startup Nation, c'est ma phrase un peu pour lancer les lives. Franchement, devant moi il y a vraiment beaucoup de monde, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Le problème c'est quand ils vous voient pas pour l'instant et du coup ils n'entendent pas, donc ils savent même pas combien vous êtes. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit peu de bruit, juste pour savoir que vous êtes là, voilà. Ok. En gros, le premier épisode, du coup, on l'a fait la semaine dernière et c'était avec Riyad Boulanoir de Nickel. Tu connais? Le compte Nickel? Ouais. Ouais, je connais pas directement, mais du coup, voilà, c'était Riyad qu'on avait reçu et on a parlé du coup de l'univers des néobanques, tout simplement. Et le replay est dispo du coup sur les différentes plateformes, donc soit en audio, soit sur YouTube, soit sur TikTok si vous voulez des extraits. Et donc vous pouvez le checker. Tu dois juste te rapprocher au maximum possible. Okay. Voilà. On va pas faire de la SMR ce soir, mais ça aurait été une bonne idée. Je peux continuer comme ça, moi ça me gêne pas. Du coup, pour aujourd'hui, encore une fois, ça va être le même principe comme ce que je fais d'habitude. Donc, au début, on va partir sur la personnalité, donc de la personne qui est Cédric, voilà. Et du coup, pour ça, on va faire un truc qui est simple, qui est du coup, tu vas compléter les phrases. Donc, je démarre une phrase, tu la complètes, comme ça, on sait qui es-tu. Ça marche? Ok, on sait qui je suis. Ok, parfait. Et du coup, voilà, ça c'est pour le départ. Ensuite, on va enchaîner sur la boîte. Et là, du coup, il y a la partie qui s'appelle le pitch, qui est sponsor par Factory Club, qui sont là. Merci encore la team, ça fait plaisir. Et du coup, là, c'est pour la deuxième partie. Et là, on va voir plus la boîte. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme ça, vous avez déjà la personne, vous avez la boîte. Et après, du coup, on lance sur vos questions qu'on voulait par la suite. Voilà, vos questions, les questions du chat qui seront aussi derrière moi. Et voilà, je suis avec Cédric O'Neill, c'est ça? Ouais. J'ai bien prononcé? Salut Adil, merci de m'accueillir. Ça va, voilà. J'ai cherché à Montpellier, on m'a dit ouais, il y a lui, il y a lui. Après, on m'a dit ouais, Cédric, si tu le ramènes, t'es un ouf. Et je me suis dit vas-y, je vais le ramener. Ah ouais, c'est vrai. Et ça a marché. Il faut que tu me dises qui te dit ça, c'est cool. Il y a beaucoup de gens. Franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi. Il y a déjà Hugues qui m'a parlé de toi, voilà, qui est tout derrière. Ouais, Hugues, c'est trop facile. Tu vois, on l'a payé. Hugues, c'était un de nos influenceurs, donc ça compte pas. Ça c'est voilà, ça moi je peux pas nier. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pourquoi t'as pas répondu à mes messages? J'ai beaucoup de messages sur LinkedIn. Ok. Et je fais pas mal de choses aussi chez Brix, donc c'est vrai que je réponds en batch aux messages. Mais tu vois, il y avait rien contre toi. Il y a pas de problème. Mais au moins c'est fait, voilà, comme ça. T'es là, ça fait plaisir. J'ai répondu, tu vois, je suis là. Au bon moment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup les amis, voilà, pour ceux qui connaissent pas Cédric, juste la petite intro archi rapide en une phrase. Donc t'es fondateur de Brix. Moi j'ai trouvé comme quoi on l'a appelé la start-up de l'immobilier. C'est juste comme ça. Ça te va? Non. C'est vague. Ok, c'est vague. J'ai trouvé aussi qu'on l'appelait la plateforme d'investissement immobilier. C'est mieux. Okay. C'est toujours vague? C'est toujours vague. Ok, c'est pas grave. Et j'ai trouvé aussi qu'on t'a appelé le gars qui veut permettre à tous d'investir dans l'immobilier. Toujours vague? Ouais, ça c'est cool. Ah voilà, ça va. au moins une fois ça passe. Ok, trop cool. Moi j'ai une question pour toi. Pourquoi renoncer? Pourquoi, pardon? Pourquoi renoncer? Pour mieux rebondir. Oui, j'aime bien, mais c'est pas ça le sens de ma phrase. La question, c'est pourquoi renoncer à ce statut d'intermédiaire en financement participatif, IPF? Et ça démarre direct. Ah, ça démarre. Voilà. Parce qu'en fait, ça correspond pas à ce qu'on fait. En fait, tu vois, alors, tu m'attaques direct. Ouais, je sais. moi, je suis un aventurier, c'est la 3e boîte que je monte. Et à chaque fois, j'ai regardé comment je pouvais disrupter des secteurs qui existent et qui n'ont pas bougé avec beaucoup de concurrents. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est un livre qui s'appelle Blue Ocean Strategy, pour ceux qui connaissent en économie, qui est de dire tu as beaucoup de marchés sur lesquels tu as beaucoup de concurrents. Donc, un marché rouge, un océan rouge de concurrents qui se battent pour une part de gâteau.
et comment je peux faire pour créer un nouveau marché et être le seul à proposer ce que je propose. Et donc, tu arrives dans un nouvel océan, un océan bleu dans lequel il n'y a pas encore de requins. Et donc, l'innovation juridique qu'on a trouvée avec le contrat de royalties nous a permis de nous développer très rapidement et on a pu le faire parce qu'on avait très peu de réglementation dans la mesure où le royalties n'est pas un titre financier. Et donc, à ce titre-là, tu n'as pas besoin d'être agréé par l'AMF et d'avoir des autorisations comme CIP, IFP. Donc c'est la raison pour laquelle on a renoncé à ce statut d'IFP qui ne correspondait pas à ce qu'on faisait, mais qui était connu. Et au début, on s'en est servi parce que ça rassurait. En fait, on ne s'en servait pas. On avait le tampon de la part de l'ORIAS sur ce statut. Ouais. Ça rassurait les utilisateurs qui utilisaient notre plateforme. Et quand l'ORIAS nous a dit les gars, vous savez qu'avec ce statut IFP, normalement, vos investisseurs n'ont pas le droit d'investir plus de 2 000 € par projet », on leur a dit on arrête alors parce qu'on veut que nos gars ils puissent investir plus de 2 000 € par projet, et donc on a renoncé à ce statut. Ok, trop cool. Voilà. J'ai compris la moitié, mais ça va. Je pense qu'avec le temps, d'ici la fin, je vais comprendre tout. C'est l'objectif. En replay, ça va passer. C'est l'objectif, exactement. J'aime bien. Et moi, la question que j'adore poser à mes invités, ta semaine, là on est mardi, donc lundi, mardi, est-ce que c'était start-up ou au calme? Ouais, non, là ça fait 10 jours où c'est start-up. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu beaucoup de réunions aujourd'hui. Donc, tu vois, là, j'ai pas mangé entre midi et 2 parce que j'avais justement à passer en revue pas mal d'immeubles dans lesquels on se pose la question d'investir ou pas et de les proposer ou non sur notre plateforme. Donc, il y a pas mal de documents à passer en revue pour valider que c'est une bonne opportunité et donc ça m'a pris pas mal de temps. Ok. Donc startup à mort. Ok, trop cool. Et avant qu'on passe du coup à la partie qui est tue, merci plein de monde pour le follow. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, il faut que je parle quand même de là où on est, Clé. Cette résidence. Et je tiens du coup encore une fois à remercier la team, Marianne et... C'est Marianne ça? Ouais, okay. Et Oriane, voilà. J'ai l'habitude de mail, c'est pour ça, c'est pas pareil. Ok, bah du coup là, je tiens quand même à remercier l'équipe Clay pour l'accueil qui est formidable. Il y a du monde, c'est archi cool. Franchement, c'est archi cool, ça fait vraiment plaisir. Là, je vous montre un petit peu juste les images de quoi vous voyez juste un petit peu. Et en vrai, on voit vraiment pas grand chose pour le coup sur l'écran, mais c'est pas grave. Et du coup, pour parler de Clay, tout simplement, je vais essayer de la pitcher. Voilà. Et tu me dis, voilà, je vais pitcher Clay et tu me dis si c'est bon, Oriane. Ça te va? Ok, vas-y. En gros, c'est une résidence. Pour l'instant, c'est bien. Ok, parfait. De co-living. C'est parfait. Et du coup, là-dedans, il y a pas mal de choses. En vrai, je dirais un peu, c'est une résidence 2.0, dans le sens où, tu vois, moi je suis arrivé, voilà, comme toi, tu le sais, mais du coup, les autres ne savent pas, à 14h30. Et franchement, j'étais impressionné par le local, par tout ce qu'il y a là-dedans. La salle de musique, quand même, qui est pas mal. La salle de sport, en vrai, il y a pas mal de choses. C'est bien placé à Montpellier. Et du coup, voilà, c'était... franchement, pour moi, c'est juste incroyable. J'aurais kiffé revenir étudiant juste pour être là. Voilà. Et du coup, voilà, c'était un peu l'instant pub. Et j'arrête avec la pub et on enchaîne, du coup, sur Qui es-tu après le jingle. Yes, bah du coup là ce qu'on va faire c'est comme je te dis, je te pose une question, tu me réponds très rapidement. Ok. Ouais, j'avais cru qu'on faisait ça tout à l'heure. Non. C'était pas rapide tout à l'heure en plus. Ok, vas-y, 1, 2, 3, je m'appelle Cédric. Je suis sur Terre depuis 34 ans. Ok, j'ai grandi à Narbonne. Et je vis actuellement à Montpellier. Depuis tout petit, je rêvais d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, je peux dire que mon rêve a réussi. Okay, bravo. Franchement, bravo pour ça. Merci. On applaudit quand même. Alors, j'ai créé... T'as créé quoi? Des aventures. Ok. Normalement, tu es censé répondre un mot. Une aventure. Non. J'ai des boîtes, des enfants. La dernière. Non, je parle pas d'enfants là. Brix.co. Ok, voilà, Brix.co qui est une plateforme qui te permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €. Ok, ça fait combien d'années que tu es dessus? 2 ans. Ok, et franchement, j'ai envie de... tout déchirer. Ah, ça, j'aime bien. Cool, franchement cool. Ma chanson préférée actuellement est... J'en ai pas. T'as pas de chanson Non, j'écoute pas trop de musique.
Ok. Et du coup, c'est du coup la suite. Et je passe mon temps libre à courir. Ok, cool. Je déteste les gens qui. Faut pas réfléchir. Sinon, c'est pas drôle. Qui fument. Ok. Pourquoi? Je sais pas, tu vois, Ok. je déteste personne. Faut réfléchir. Du coup, en fait, je dois arrêter de. C'est dur ton truc. Oui, je sais. Tu vois, ça me. Arrêter de. Venir à ton émission. Ok, merci. Parce que. C'est dur. Ok, ça marche. Si j'ai appris un truc de mon aventure entrepreneuriale, ça serait l'humilité. Ok. Et d'ailleurs, j'aimerais bien te dire, du coup, là, tu vas regarder la caméra. Ok. C'est là. Ok. Et imagine que derrière, c'est Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself que tu connais, j'imagine. Non. Okay. Non, j'ai changé avec lui encore aujourd'hui. Et ben voilà, je cherche très bien qui je match. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lui dire un message et moi je vais couper, je vais envoyer ça par la suite. Ok, cool. Bon, Mathieu, si j'arrive à faire venir l'invité que tu m'as demandé de faire venir aujourd'hui sur ton plateau, je veux que tu me fasses venir sur Génération Do It Yourself. T'es toujours pas passé dessus? Non. Ah, ok. Ah, c'est bien. Non, tu vois, voilà. Il y a des bons podcasts. Hein. Non, il y a de la merde. J'étais allé sur la martingale. Ah oui, ouais, c'est pour ça. Ok. Et du coup, sans oublier, abonnez-vous à OKLM. Non, Startup OKLM. Startup OKLM. Ça démarre très bien. Ça démarre très bien. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va passer à une partie qui s'appelle vrai ou faux. Donc, il faudrait que vous deviniez. Donc, voilà, vous et ceux qui sont sur le chat, vous aussi, du coup, les questions que je vais dire. Donc, en gros, je vais te poser une question. Donc, tu vas me prendre par vrai ou faux. Mais tu réponds pas avant que je te dise réponds. Ok. Donc, je prends la réponse du public et après, c'est bon, tu réponds. Ok. Hugues, je veux bien que ce soit plus rapide avec toi là, après. Voilà. Je sais que ça prend un peu de temps. Ok, donc, premier, vrai ou faux, les bons comptes avant les bons potes? Dis rien. Est-ce que vous pensez qu'il va dire vrai ou faux? Du coup, si vrai, mettez comme ça. Si c'est pas vrai, faites rien. Voilà. Les bons comptes avant les bonnes potes. Vrai ou faux? Ok. Et le chat, du coup, tout le monde fait faux. Ok. Vrai ou faux? Faux. Ok. Il ne faut pas que tu regardes le chat, parce que sinon pas regardé. Ça me peut cramer. Mais je peux expliquer pourquoi. Vas-y. J'aime bien les dettes entre amis, parce que ça oblige à se revoir. Ah, pas mal. Ça oblige à repayer une bière ou un resto. Ça, c'est pas mal. Bien vu. Franchement, bien vu. Ok. Deuxième, vrai ou faux? Et pareil, du coup, tu réponds pas jusqu'à ce que je prenne votre réponse. Montpellier est meilleur que Paris. Le chat. Sauvez-moi les Parisiens. Alors, j'ai des oui, j'ai des vrais partout. Le chat est en feu. Merci beaucoup. Ah, pourquoi j'ai un non? C'était bien parti. C'est triste. Il y a beaucoup de vrais sur le chat. Il y a beaucoup de faux ici. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Et on n'applaudit pas la team Montpellier quand même. Alors, troisième, vrai ou faux? Pareil, tu réponds pas. Est-ce que Cédric O'Neill a peur des araignées? Réponds pas. Vrai ou faux? Ok. C'est beaucoup plus de faux que de vrai. Le chat, qu'est-ce que vous dites? J'attends vrai ou faux sur le chat. Est-ce qu'il a peur des araignées ou pas? Je veux bien savoir. Non, c'est un aventurier. Merci beaucoup, Zizboss. C'est pas mal. J'attends la réponse. C'est toujours un petit décalage d'ailleurs. Je vous ai pas dit. Du coup, Spider-Man, moins que du fisc. Ça, c'est mon chat, ça. Oh là là, trop cool. Faux, il y a un vrai... Ok, vrai ou faux? T'as peur des araignées? Non, faux. Ok, cool. Même des grosses, non. Ah, moi, mais je panique. Tu paniques? Mais de ouf. Ouais, heureusement qu'il y en a était pas. pour toi la question en fait. Ouais. Yes, bah écoute, merci beaucoup Cédric. Du coup, c'était un petit peu la partie où on a un petit peu su beaucoup même sur toi. Ouais. Plus que sur d'autres podcasts, j'imagine. Je me suis beaucoup livré là. Ouais, je sais, c'est l'objectif. Et par contre, je sais toujours pas, tes enfants. Parce que tu as parlé de tes enfants du coup. Ouais. T'en as combien? J'en ai 10. 10 de 5 femmes différentes. Non. Non, j'ai 2 enfants. L'âge? 5 ans et 4 ans. Donc, et ça va avec le business?
Ouais, bah ça t'oblige à être focus. Je trouve que c'est génial des enfants quand tu crées une boîte parce qu'au moins tu vas à l'essentiel. Parce que comme tu peux pas faire des journées à rallonge de 12 heures, bah, tu es obligé de te focaliser sur l'essentiel. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ça finit sur TikTok, ça. Trop cool, trop cool. Ok, bah merci beaucoup. Franchement, merci Cédric. Cool. On applaudit quand même. Et on passe à ma partie préférée du coup qui s'appelle le pitch et qui est sponsor par Factory Club après le jingle. En gros, le pitch, c'est archi rapide. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on puisse revoir ensemble ta boîte dans Bricks.co. Je sais que tu as fait d'autres choses avant, mais on va laisser un peu le passé à côté pour l'instant. Okay. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va revoir un peu toutes les choses qui concernent une boîte, tout simplement. Et tu vas me répondre, du coup, à chaque fois que je te pose une question. C'est rapide, c'est simple. Ça marche? Trop cool. Ok, donc, tu as lancé Bricks.co, qui est du coup aujourd'hui la plateforme qui permet à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros grâce à un système de royalties et de Bricks. Et je le pitch très bien. Voilà. Tu pitches très bien, ouais. Voilà. Ça y est, t'es embauché. Je peux prendre ta place, merci. Et du coup, la première question qu'on se pose quand on monte une boîte, c'est pourquoi toi, Bricks? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ouais, c'est une très bonne question et je pense que c'est la meilleure question qu'il faut se poser. Tu vois, on parle beaucoup dans la Startup Nation de Product Market Fit. Et je pense que plus fort que le Product Market Fit, ce qu'il faut regarder, c'est le Founders Market Fit. En fait, c'est ta passion. Qu'est-ce qui te passionne? Parce que si tu es passionné, tu vas creuser 10 fois plus que les autres pour voir ce qui ne va pas. Parce que en fait, ça ne sera pas du boulot. Tu vas potasser toutes les législations. Et dans mes précédentes boîtes, je faisais ça pour gagner de l'argent, principalement. Et parce que je me disais que j'allais être libre en créant une boîte. Mais en fait, tu te rends compte que tu n'es pas du tout libre en créant une boîte. Tu as des employés, tu as plein de contraintes qui font que tu n'es pas libre en soi. Et quand j'ai voulu recréer une nouvelle boîte, je me suis dit de quoi je suis passionné? L'immobilier. Ok, qu'est-ce qui m'a dérangé dans l'immobilier? Et bah, finalement, le financement bancaire. Et donc, comment je peux craquer le modèle? Et tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, j'y vais avec plaisir au boulot parce que c'est vraiment une passion de bosser dans l'immobilier. Ok, donc il y a une question de passion quand même. Trop cool. Deuxième partie du coup, le client. C'est qui tes clients? Mes clients, c'est le particulier. C'est toi, c'est moi, c'est toute la salle qui a 10 euros à investir sur la plateforme et à qui je vais proposer une fraction, un bout d'immeuble et qui va pouvoir être acheté. Et donc, cet investisseur particulier va récupérer une fraction des loyers au prorata du montant qu'il a investi dans l'immeuble. Ouais. Et c'est mes clients parce que c'est eux qui me font vivre. Donc c'est vraiment autour d'eux que je dois me focaliser pour apporter le plus de valeur parce que sinon, si j'ai plus d'investisseurs particuliers, j'ai plus de commission et donc on ne peut pas payer les salaires à la fin du mois. Ok, j'ai une question avec ça qui vient vraiment avec ça. C'est est-ce que c'est pas un peu trop généraliste comme tranche de clients ou persona, si on peut appeler ça comme ça? Parce que tu vois, là, si tu dis toi, moi, lui, l'autre, on n'a pas le même budget, tous. Donc, si ton client parfait, ça serait qui? Il s'appelle comment, déjà? En fait, tu vois, là aussi, les personas, c'est pas mal. C'est tout marketing 101 qu'on t'apprend à l'école. Finalement, tu as plein de business où on ne se pose pas la question de savoir qui est réellement ton persona. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas un persona, j'ai 10 personas. Il y a une dizaine de typologies de clients cibles qui va trouver un intérêt à utiliser ma plateforme et chacun y voit midi à sa porte. Et c'est exactement ça, ma question. Donc, c'est quoi l'intérêt pour tes clients d'être dessus? Tu vois, on a vraiment les opposés qui sont sur la plateforme, mais grosso modo, on va retrouver les personnes qui ne peuvent pas mettre d'endettement bancaire, donc qui ne peuvent pas faire un crédit immobilier. Donc tu vas avoir soit des moins de 30 ans qui sont des jeunes ou des auto-entrepreneurs qui sont jugés instables par les banques et qui ne peuvent pas investir par elles-mêmes parce que les banques ne leur prêtent pas d'argent. Et donc nous, on leur offre une solution d'épargne qui va leur rapporter plus qu'un livret A. Et de l'autre côté du spectre, tu as des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui ont déjà acheté une résidence principale, qui ont déjà acheté un premier appartement à mettre en location et qui là sont au maximum de leur capacité d'endettement et donc qui vont mettre leur reste à vivre sur notre plateforme parce que la banque ne leur prête plus d'argent. Donc grosso modo, c'est les personnes pour qui la banque ne prête pas d'argent. Ok. La solution du coup, qu'est-ce que tu apportes à ces gens-là? En fait, tu te rends compte que investir dans l'immobilier, on te vend que c'est facile, mais c'est tout sauf facile, c'est le parcours du combattant.
Et une fois que tu as acheté, tu peux faire face à de nombreuses galères avec tes locataires. Donc nous, on leur vend une solution d'investissement ou d'épargne, on le voit comme on veut, clé en main, adossée à un sous-jacent qui est l'immobilier. Tu as pas mal de personnes qui ont commencé à faire de l'investissement en crypto-monnaie ou en bourse, qui là prennent des grosses pertes en ce moment. Bah, nous, ce qu'on leur dit sur Brix, c'est que vous n'allez pas... Pourquoi tu le regardes là-bas tout au fond? Pourquoi tu rigoles? C'est le moment. C'est le moment de pleurer aussi. On va parler de ça après. Et tu vois, moi je ne vends pas que tu vas faire plus 50% dans l'année. Mais par contre, ce que je te garantis, c'est que comme le sous-jacent, c'est de l'immobilier, en fait, tu vas être toujours en gain, potentiellement petit, mais en tout cas, tu ne vas pas perdre d'argent. En tout cas, sur le marché français, il n'y a jamais eu de gros crash qui fait que tu perds 70% de la valeur de ton portefeuille. Ok. Et du coup, c'est quoi ton business model? Comment tu gagnes de l'argent? Très simple, et d'ailleurs assez similaire à un agent immobilier. Nous, on va prendre une commission sur le montant de l'immeuble qui est mis sur notre plateforme et qui est financé. Donc, on prend 10% de commission lorsqu'on finance un immeuble. Et après, on va se rémunérer comme une agence immobilière pour faire toute la gestion des locataires tous les ans. Et 10% par rapport aux agences, c'est trop, pas trop? C'est plus qu'une agence. Une agence immobilière est plutôt autour des 5% de commission quand elle te vend un bien. Sauf que bon, on va bien plus loin que le boulot d'une agence immobilière. Donc c'est la raison pour laquelle on prend 10%. Okay. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que nous, on te vend qu'en échange on te promet en échange de ton investissement une rentabilité dans laquelle nos frais sont déjà intégrés. Donc toi, ce que tu achètes, c'est une rentabilité qui est net. Ok, ça marche. Et du coup, on passe au MVP. Et Minimum Viable Product, voilà, comme ça on l'appelle. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'MVP, c'est la première version du produit. Donc si tu as une idée dans ta tête, comment tu vas la sortir la toute première fois? Et si je prends un exemple de Netflix, c'était à l'époque un site, je pense, même c'était un numéro où tu peux les appeler pour avoir un DVD. C'était la toute première version de Netflix. Et du coup, il n'y avait pas de Netflix comme on le voit aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'on appelle un peu l'MVP. Donc, c'est vraiment la toute première version où il n'y a rien. Et c'est un truc où, normalement, même tu es censé avoir honte, cette version-là. Parce que vu que tu vas passer après à autre chose, tu vas dire « Ah, j'étais trop nul à l'époque ». Et du coup, là, toi, c'était quoi ton MVP? Premier jour. Alors, premier mois. Mon MVP, c'est une vidéo que j'ai balancée sur YouTube et sur un groupe qui s'appelle French Startupper. Il a copié le nom. French Startupper sur Facebook. Tu as à peu près 30 000 personnes qui font partie de cette communauté. On était en janvier 2021 et dans le week-end, je sais pas, j'ai dû prendre 300 ou 400 mails de personnes qui m'ont dit c'est une tuerie ton truc. Dès que tu lances le site internet, moi je suis chaud. Et en fait, si tu vas voir sur YouTube, la vidéo, elle a fait 500 000 vues. La vidéo YouTube. C'est une vidéo qui m'a coûté, tu vois, j'ai pris... elle a dû me coûter 1 000 € au total. Je suis allé sur un site internet qui est pas Malte, mais qui est un concurrent américain qui s'appelle Upwork. Et donc c'est un Indien qui m'a fait la vidéo. Et c'était juste... J'expliquais en fait quel était le concept de Brix dans la vidéo. Et là, tu vois, quand tu as 400 personnes qui te répondent dans le week-end pour dire c'est chambé ce que tu fais, donc il y a un truc. Tu te dis, ouais, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un marché derrière. Ok. Du coup, si on a un produit, c'est cool, mais il faut savoir le distribuer, parce que ça fait vraiment la différence pour le coup. C'est quoi ta stratégie de distribution? Comment les gens vont savoir que Brix existe? Ouais, c'est grâce à Hugues, ça. Du coup, passage par des agences on est une fintech, on gère de l'argent, on gère les finances personnelles de personnes, et donc tu as besoin d'une recommandation, tu vois. Il faut vraiment de la prescription. Alors, on fait forcément de l'AdWords, du Facebook Ads de manière très froide et ça fonctionne, mais ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a de la recommandation et de la prescription. Donc nous, tout ce qui est influence et tout ce qui est bouche à oreille marche super bien. Donc on a aussi un programme de parrainage qui marche bien. Tu vois, il y a des business où le parrainage, ça ne fonctionne pas. Nous, c'est vraiment un gros truc parce que finalement, si tu es satisfait, tu vas en parler dimanche au repas de famille et donc ça nous fait pas mal d'inscrits. Ok. Niveau coût, combien ça coûte pour lancer Brix? On ne peut pas répondre à cette question. Si. Non, mais après, tu m'as dit 1 000 € au début pour la vidéo, par exemple.
Ouais. Et le premier mois... Non, mais ce que je veux dire, moi, tu vois, Oui, je suis très transparent sur l'argent. Hein. J'ai aucun problème pour dire combien ça a coûté au début. Mais en fait, ça peut coûter 1 million comme ça peut coûter 1 milliard. Tu vois, tu mets ce que tu veux derrière. C'est l'argent que tu lèves et la vitesse à laquelle tu veux te développer. Donc, potentiellement, on pourrait lever 1 milliard pour développer Brix à travers le monde. Mais à ta façon, ça t'a coûté combien? Pour le moment, tu veux dire? Ouais. C'est plutôt comment j'ai fait pour le démarrage jusqu'à ce que je commence à intéresser des premiers investisseurs. Ouais. Tu vois, c'était intéressant parce que moi, j'avais créé une première boîte et on a levé 8 millions d'euros avec des investisseurs. Et quand la boîte s'est revendue, j'avais que 5% du montant et il me restait vraiment plus grand-chose. Et là, je me suis dit, je suis passionné par l'immobilier et je veux vraiment développer la boîte qui me plaît sur du long terme. Et dans le même temps, tu avais Airbnb qui s'introduisait en bourse et tu avais toute l'equity story, donc tout le parcours de financement que Airbnb a connu jusqu'à son introduction en bourse. Et Airbnb, quand ils sont rentrés au Y Combinator, qui aux États-Unis est le plus célèbre des incubateurs, le Y Combinator a mis $600 000 dans leur société pour que les 3 cofondateurs lancent la boîte. Et le Y Combinator, à ce moment-là, a pris 40% de la boîte. Ouais. Ces 40% représentaient entre 15 et 20% de la boîte quand elle s'est introduite en bourse. La boîte s'est introduite sur une valeur de 100 milliards. Donc parce qu'il leur a manqué $600 000 au début, ils ont perdu 15 milliards de valo sur l'introduction boursière 10 ans plus tard. Et tu n'as pas répondu à ma question sur les coûts. Et donc, j'ai mis à titre personnel, parce que j'en avais la capacité, 300 000 euros au démarrage, avant même de faire rentrer le premier investisseur, ce qui est particulièrement audacieux, parce que tu as peu d'entrepreneurs qui font ça, mais parce que justement, je voulais passer ce premier tour de table qui te coûte très cher, mais pourtant qui te permet de décoller, et parce que c'est là que tu lâches le plus de valeur. Quand tu vas voir un investisseur sur un PowerPoint, forcément, il va prendre beaucoup de ta boîte. Si tu as déjà une vraie preuve de concept avec de l'ARR, un chiffre d'affaires qui est récurrent, dans ce cas-là, tu peux vraiment aller chercher une valo qui est plus importante. Et comme j'étais convaincu par le concept, j'ai mis 300 000 euros de ma poche. Ok. Franchement, c'est bien vu. On parle quasi jamais de ça, du fait qu'il vaut mieux attendre et laisser un peu, tu vois. Alors, tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui disent le contraire. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent moi, les 300 000 euros, je préfère les garder pour m'acheter ma résidence principale et me dérisquer un maximum. Oui, ça c'est sûr. Mais par la suite, si tu vois long terme, c'est différent. Alors, c'est des visions d'entrepreneurs. Tu vois, on est toujours sur la Startup Nation, à la boîte qui lève le plus d'argent, qui va le plus vite, etc. Mais moralité, toutes nos licornes françaises, tu n'as aucun des fondateurs qui est encore majoritaire au capital de sa boîte. Ouais. Et tu vois, je trouve que ça, c'est dommage parce que tu n'as que des fonds américains qui arrivent. Qui prennent tout. qui prennent la majorité du capital in fine. C'est bien, ça fait des très belles histoires, mais en fait, est-ce qu'ils sont encore autonomes et est-ce qu'ils sont libres de prendre les décisions qu'ils veulent? Tu vois, c'est la vraie question. Et si on veut créer des Amazones, des gars qui restent sur 20 ans et qui créent des vrais success stories à plusieurs centaines de milliards, tu es obligé d'avoir un fondateur qui est capable de dire à ses investisseurs, non les gars, les 10 premières années en bourse, moi je ne vais pas vous reverser de dividendes et je vais tout réinvestir pour développer ma boîte. Et ça, tu vois, Jeff Bezos, il pouvait le faire parce qu'il avait plus de 50% de sa boîte. Ok. Propre. Merci pour toutes ces infos. Franchement, c'est archi cool. Ça me fait plaisir. Et du coup, on a parlé de financement. Donc, au début, c'était toi, du coup, avec tes fonds personnels, au départ. Niveau concurrence, est-ce que tu as des concurrents? J'en ai pas mal qui sont en train de se lancer en France, qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Ouais. Quand on a commencé, on avait 2 concurrents, notamment aux États-Unis, qui maintenant sont très bien financés parce que respectivement, ils ont levé 70 millions de dollars. Donc, tu as vraiment une course de vitesse qui s'engage. Ce qui est intéressant dans nos concurrents, c'est que tu as 2 typologies. En fait, on est toujours sur de l'immobilier fractionné. Tu as certaines plateformes qui ont décidé de nous copier et de faire ce modèle de royalties qu'on a été les premiers à faire. Et tu as d'autres qui sont sur de la blockchain. Donc, leur fractionnement s'opère sur de la blockchain. Et quand je me suis lancé, il y avait déjà un acteur qui était sur la blockchain aux États-Unis. Et mon point, ça a été de dire, je veux démocratiser l'investissement immobilier pour tous. Et pour tous, ça veut dire la personne de 50 ans qui ne sait pas utiliser un MetaMask pour se connecter sur son compte crypto, qui
va pas comprendre qu'elle reçoit des Ethers au niveau de son loyer tous les mois. Et donc, pour moi, c'était pas démocratiser l'investissement immobilier. Donc, je dis pas qu'un jour, on viendra pas sur la blockchain. Je dis juste qu'on peut avoir exactement la même chose avec des contrats dématérialisés et que ça marche aussi bien. Ok. On enchaîne du coup. C'est quoi ton avantage par rapport à tes concurrents? Tu m'as dit du coup c'est... La passion. J'aime bien. Ok, cool. Ton premier recrutement, c'était qui? La première personne, non? Mon premier recrutement, c'était le CTO de la boîte. Ok. Ouais. Trop cool. Et la suite, comment tu vois la boîte dans 5 ans? Mondial déjà, nous, on a une ambition, comme on n'a pas vraiment de barrière à l'entrée technologique sur notre secteur, l'idée c'est d'aller le plus rapidement possible à l'international. Donc je vois la boîte à l'international et surtout au-delà de l'investissement à partir de 10 euros, ce qu'on veut vraiment démocratiser, c'est faciliter l'investissement pour tous et quel que soit le moyen d'investir dans l'immobilier. Parce que là, tu vois, on a des jeunes qui commencent à investir 1 000 euros, 2 000 euros sur Brix. C'est des personnes qui pourraient également investir en perso avec un crédit immobilier et elles ne le font pas. Elles n'utilisent pas leur capacité d'investissement parce que c'est compliqué pour elles de le faire. Et donc, c'est comment on devient une plateforme plus générale que juste de l'investissement à partir de 10 euros, mais comment on devient une plateforme qui te facilite l'investissement immobilier de tout type de moyens possibles. Trop cool, franchement trop cool. Merci encore. Et je regarde juste si je peux afficher un truc. Parfait. Cool. Avant qu'on termine du coup cette partie-là, je sais que vous êtes un peu endormi peut-être, non? On a un peu trop parlé tous les deux. Ouais, c'est un peu technique. Je sais. On est rentré un peu trop dans le technique. Ils regarderont le replay. Mais on aura les réponses par la suite. Du coup, j'imagine que vous avez plein de questions. Si, non, si. On va prendre toutes les questions, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, c'était un peu l'intro. Donc, on a parlé de toi. Après, on a parlé du coup de ta boîte. Avant qu'on enchaîne sur les questions, ce qu'on va faire, c'est que je dois juste parler du coup de Factory Club. Voilà, nos partenaires pour la saison qui sont là. Et du coup, voilà, je suis obligé d'en parler. Du coup, simplement, voilà, Factory Club, c'est la plateforme qui permet à tout entrepreneur, tout simplement, de s'inscrire et de pouvoir du coup remplir son dossier, on va dire. Et là, du coup, c'est une plateforme qui te permet tout simplement de challenger ton projet, c'est ça, en vrai. Et du coup, tu commences à remplir plein de choses, genre, ok, ton idée, ton concept, le financement, il y a plein de questions, un peu comme ce que je viens de faire en vrai. Et la plus grosse force, et je le dis et je le redis pour moi, c'est l'accès aux prêts grâce à leurs partenaires. Et du coup, si vous avez besoin d'argent, bah voilà, Cédric, il a lâché 300 000 quand même. Donc, je suis pas sûr qu'il y a 300 000 dans l'affaire à ce point-là. Mais voilà, je vois voilà. Mais en gros, vous pouvez avoir du coup des sommes d'argent pour lancer vos projets grâce à des prêts bancaires, grâce à leurs partenaires. Voilà. Et ça, du coup, tout se passe à travers la plateforme My Factory Club. Je tiens à les remercier encore. Est-ce qu'on peut juste les applaudir ici? Merci encore. On passe du coup à Balance ta question après le jingle. Yes. Parfait. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là, c'est à vous. Hein. Voilà. Moi, j'ai parlé pendant longtemps là. Je suis fatigué. Là, c'est à vous. Et le chat aussi, c'est à vous. Voilà. Là, on reprend du coup. Ce que j'adore faire, c'est l'interaction surtout. Donc, le micro, il ne marche pas. Mais il va marcher dans 30 secondes. Regarde. Je vais cliquer sur un truc. Et là, allume-le. Voilà, tu vois, tout est carré. Parle dans le micro, comme ça on check. Est-ce qu'on entend? Ok, le chat, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? On entend. Voilà, juste pour voir. Et puis du coup, nous on va regarder du coup les différentes questions qu'on aura aujourd'hui. Alors, bonsoir déjà pour commencer. Et je voulais savoir, typiquement là, moi je suis là, j'ai 1 000 euros de côté à mettre. J'ai envie de mettre 1 000 euros là, aujourd'hui, maintenant. Concrètement, déjà, est-ce que je vais choisir genre tel bien, tel immeuble ou tel immeuble? Est-ce qu'on peut choisir comme ça? Je connais pas la plateforme du tout, c'est pour ça que je demande. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je mets 1 000 euros là, est-ce que le mois prochain, je vais toucher quelque chose? Comment concrètement ça marche là? Je mets 1 000 euros ce soir, là, je vais sur mon téléphone tout de suite. On prend les chèques. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les chèques aussi. J'ai du liquide beaucoup. Voilà, tout simplement, ma question. Donc déjà, créer un compte, c'est assez intuitif en termes d'expérience utilisateur. Mais sinon, tu vas pouvoir sélectionner les immeubles dans lesquels tu veux investir. Et donc, c'est ce qui est intéressant parce que si tu as 1 000 euros, je t'encourage à diversifier. Si tu n'as que 1 000 euros à investir, comme tu peux investir à partir de 10 euros, répartis-le sur 5 immeubles différents. On a des immeubles en France et au Portugal. Okay. Et le Portugal, il y a des belles rentabilités.
Et donc, si tu mets 100 € sur un immeuble, tous les mois, tu vas récupérer une partie des loyers qui sont versés par les locataires. Et le jour où on revend l'immeuble aura pris de la valeur dans le temps. Ouais. Et tu vas récupérer, pareil, une fraction de la prise de valeur qui a été générée, plus tes 100 € qu'on va te rendre. Ok. Par contre, au même titre que si tu avais investi toi-même, tu es aussi exposé au risque qui peut arriver sur l'immeuble, à savoir le risque principal, c'est une vacance locative. Donc c'est un locataire qui s'en va ou c'est un locataire qui ne paye pas. Pour les locataires qui ne payent pas, on met en place des garanties de loyer impayé. Pour les locataires qui partent, si tu avais un seul locataire en face de ton investissement, tu n'aurais plus d'argent. Et donc c'est la raison pour laquelle on va acheter des immeubles qui font en moyenne 10 à 15 appartements, et ce qui permet de lisser ce risque. Ok, d'accord. Yeah. Et quand tu dis diversifier, c'est qu'il y a un immeuble qui va rapporter plus qu'un autre, on le sait au préalable, on ne le sait pas Ouais, si, tu le sais. Ok, d'accord. Aucun des immeubles ne rapporte la même chose. Ok. Mais la diversification, c'est plutôt pour couvrir un risque qui pourrait intervenir sur un immeuble. Ouais. Okay, et pour lisser tes revenus. Ouais. Et juste, je ne vais pas monopoliser. Et la dernière chose, donc, admettons, j'ai mis 100 € et il n'y a pas de problème de location. Ça se chiffre en combien? C'est combien de pourcentage, par exemple, le truc du loyer payé Ouais, l'ordre d'idée, genre j'ai mis 1000 €, c'est les chiffrons. Combien ça va être, mettons, le mois d'après, genre ça va être 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Je sais pas, je me rends pas compte de la... En moyenne, tu vas être à peu près à 8-9% de rentabilité à l'année, qui sont divisés 5% de revenus qui te sont reversés et 3 à 4% d'augmentation du prix de ta brique, qui correspond à l'augmentation du prix de l'immobilier dans le temps. Okay, d'accord. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu vas gagner 5% de revenus qui te sont reversés tout de suite, et le reste, c'est de la capitalisation que tu gagneras plus tard. Ouais. Donc 5% de 1000 €, ça fait 50 €. Donc ça fait que par mois, tu ne vas pas non plus devenir milliardaire. Non, ça te fait un peu plus de 4 €. Donc tu te payes une bière. Très bien. Magnifique. En happy hours. En happy hours. Mais là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que, et je t'encourage à le faire, c'est que ça peut être de l'épargne programmée. Donc tu peux mettre 50-100 € de côté, et là-dessus, ça te permet de te constituer une épargne qui est bien plus rémunératrice, parce qu'on parle quand même de 9 € au global avec la capitalisation par an, ce qui, comparé au livret A, même s'il est remonté, on est toujours à 2% là aujourd'hui. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup Loïc. Voilà, je me rappelle. Je me rappelle. Yes, on a une question sur le chat. Après, je reprends votre question. C'est de Zizbos qui nous dit: comment se matérialise opérationnellement la sélection des immeubles, équipes et coûts, et des locataires aussi? Très très bonne question. Merci beaucoup. Et du coup, si vous avez des questions sur le chat, posez-les. Voilà, je prends tout. J'attends. Là, on a une équipe qui s'est bien renforcée, parce que on a des professionnels de l'immobilier, donc on a 6 personnes qui sont justement dédiées à tout ça. La sélection des immeubles, leur gestion au quotidien, la gestion des agences, parce que dans certaines villes, on ne fait pas la gestion nous-mêmes des immeubles, donc on va sous-traiter à des agences immobilières. Et donc on a une équipe en interne qui fait que ça, et que, encore une fois, on a bien musclé, parce que là, je suis allé, comme c'est le sujet qui inquiète, là, on a recruté que des mecs top level. Ok, trop cool. Ça coûte cher aussi, j'imagine. Ça coûte très cher. Ouais, je sais. On va balancer l'info hier en plus. Il y a Akaro qui nous dit: un job étudiant à prendre chez Brix, oui ou non? Non. Il va se barrer du live. Non, on prend très peu de stagiaires, tu vois. Depuis le début, on n'a pris qu'un seul stagiaire. Parce que là aussi, je cherche, même si ça coûte plus cher, je cherche d'abord à avoir une densité de talent au niveau de la société, avoir vraiment des personnes qui sont expertes et qui exécutent très vite. Je t'ai dit qu'on avait des concurrents et qu'il fallait qu'on aille vite, donc je préfère des personnes qui exécutent vite, et prendre du temps pour former un stagiaire. Ça peut être cool si le stagiaire est très bon, mais ça peut aussi être à double tranchant. Et donc c'est la raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas une équipe que je considère suffisamment grosse, on prend pas trop de stagiaires. Ok, ça marche. Je prends du coup une question de l'audience, et il y a quelqu'un devant. Après, on part à Pierrick. Et du coup, c'était juste pour compléter par rapport à ce que disait Loïc tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un engagement dans le temps ? Attends, déjà, voilà. Non. Pardon, Étienne. Étienne, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille pour le groupe Clé, donc ok, cool. Voilà, une des résidences sur Toulouse. On va passer après, voilà.
Voilà, le prochain avec plaisir. Est-ce qu'il y a un engagement dans le temps du coup par rapport à l'investissement qu'on fait sur le site ou comment ça se passe exactement si on veut revendre son action Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va collecter en amont l'argent pour investir et pour acheter un immeuble. Donc une fois qu'on a acheté l'immeuble et qu'en moyenne on a 5000 investisseurs qui sont rentrés dans cette acquisition, on peut pas te faire sortir comme ça du jour au lendemain. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des contrats qui sont sur une durée de 7 à 10 ans. Donc nous on s'engage à revendre l'immeuble au plus tard entre la 7e et la 10e année. Il y a certains immeubles qui, si on a fait des très belles plus-values, on va se dire que dans 2 ans ça sera déjà un très bon moment pour les revendre. Donc au maxima, tu es engagé sur 10 ans. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place un marché secondaire. Donc ce marché secondaire, ça te permet de dire j'ai une brique de cet immeuble, qui veut me l'acheter? Et donc ça te permet d'avoir une liquidité. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a à peu près 1 million d'euros par mois de transactions qui s'effectuent sur le marché secondaire. Donc la liquidité n'est pas instantanée, mais il y a de la liquidité. Ça répond à la question. Parfait, merci beaucoup. Okay, cool. Du coup, on a une question de Karima qui nous dit combien on reçoit par mois. Ça reprend la question de Loïc. On va être sur des moyennes de 5% à l'année, Okay. Donc d'un peu plus de 0,4% par mois de ton investissement. Ok, ça marche. Et on avait une deuxième question du coup de Play on the Moon qui nous dit une fois mon investissement fait, puis je me retirer quand je veux ou c'est bloqué jusqu'à la vente du client. Je pense que c'était la question de. C'était la question précédente. Exactement. Voilà, c'est cool. Le chat et les gens sont. Ou bien vous lisez ce qui est là, vous posez les questions, c'est ça? Non. Ok. Tu dois avoir une latence. Ça a été drôle. Ok, c'est ce qui nous dit quel a été le plus gros challenge dans le développement de Brix? Tiens, c'est une belle anecdote. Tu vois, je suis transparent par rapport à ça aussi. On s'est bien développé. On s'est retrouvé avec une communauté d'investisseurs de 30 000 personnes. Et à un moment donné, pour se développer plus rapidement, on s'est dit qu'on allait mettre en place une levée de fonds. Et plutôt que de passer par des investisseurs institutionnels, donc des fonds d'investissement, on s'est dit ça serait pas mal d'engager notre communauté pour que ceux qui utilisent déjà notre plateforme rentrent au capital de la boîte. Moi, on me le demandait régulièrement et je me suis dit autant faire de notre communauté des chevaliers blancs pour les engager dans la durée. Donc on a commencé à faire un peu de buzz autour de l'ouverture du capital aux clients. Et ça a été assez inédit en termes de succès parce que initialement on voulait collecter 5 millions d'euros et on a commencé à voir que on allait rapidement dépasser ces 5 millions d'euros. Et vous avez eu 20. Et on a eu 20. Je suis très fort. Et on a eu 20. Voilà. J'ai préparé l'émission. Les 5 millions d'euros se sont financés en l'espace de 5 secondes. Donc ce qui était juste ouf, on n'y croyait pas et donc on a ouvert et en 10 jours on a récolté 20 millions d'euros. Et le 10e jour, tu vois, c'était le moment de célébrer. On devait se taper dans les mains. On devait dire waouh, on est des champions, c'est trop bien. Startup Nation, tu fais ce que tu veux, tu lèves des millions, c'est cool. Et là, ce jour-là, j'ai la directrice de l'AMF qui m'appelle et qui me dit il faut qu'on discute. C'était War Room, cellule de crise chez l'AMF. Et l'AMF me dit en fait, on n'est pas du tout à l'aise avec votre levée de fonds communautaire. Parce que même si vous utilisez des royalties juridiquement pour faire votre levée de fonds, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 11 000 personnes qui viennent de mettre 20 millions dans votre boîte. Et si votre boîte a fait faillite, demain, on a 11 000 personnes qui vont se retourner vers nous et qui vont dire qu'on a eu un défaut de prévention ou un défaut de conseil, on l'appelle comme on veut, et que l'AMF n'a pas fait son boulot pour prévenir que cette levée de fonds pouvait avoir lieu. Et donc ça a été assez politique parce qu'en même temps l'AMF te dit d'un côté c'est pas notre juridiction, vous aviez le droit de le faire juridiquement, mais de l'autre côté ils te disent ce que vous voulez pas c'est qu'on envoie un communiqué de presse pour dire que on considère que la levée de fonds de Brix n'aurait pas dû avoir lieu et qu'on déconseille d'y investir parce que ce qui va se passer c'est que ça va être repris dans les Échos, sur Challenge, dans le Figaro et ça peut mettre à mal la notoriété de la plateforme. Et donc pour l'avoir déjà vécu dans ma précédente boîte,
t'as pas du tout envie de te mettre à dos une autorité de tutelle comme l'AMF. Et donc moi, je leur ai dit, non, vous inquiétez pas. On va tout remettre en conformité parce qu'on a envie d'aller dans le bon sens et on a en plus envie d'avoir des discussions constructives avec l'AMF. On n'est pas des pirates. On a juste pris une porte ouverte et ça nous a permis de nous développer rapidement. Mais si vous pensez que c'est pas la bonne porte, ok, on va remettre en conformité. On a maintenant une base de plus de 150 000 investisseurs. On est bien parti, on peut se mettre en conformité. Et là, ça a été dur parce que tu te rends compte que quand tu es en start-up, tu peux célébrer un jour, mais le lendemain, en fait, tout peut s'écrouler. Et tu dois toujours vraiment... En fait, c'est là que ça t'apprend l'humilité parce que tu vois, vraiment, c'était une période de stress où pendant 3 mois, on a bossé avec les avocats. En plus, l'AMF te dit... Et tu sais quoi, tu vas communiquer sur le fait toi-même, sur le fait que tu es non conforme et tu n'as pas le droit de nous citer dans ta communication. Donc c'était le truc complètement schizophrène et surtout incompréhensible de la part des personnes qui avaient mis 20 millions d'euros dans notre boîte. Donc c'est là que il faut être résilient et se dire, bon ok, comment je fais pour tout remettre en conformité, comment je fais pour être compliant avec ce que me demande l'AMF. Et si tu arrives à passer ces obstacles qui sont des obstacles qui peuvent être assez durs, c'est là que tu fais une belle boîte parce qu'en fait, la vie d'un start-upper, c'est d'arriver à traverser ces moments de difficulté parce qu'après, le reste, c'est facile. Donc là, tu vois, en avant-première, lundi prochain, on annonce que notre levée de fonds de 13 millions d'euros qui est validée par l'AMF, donc on pourra sortir le champagne. Ça, c'est lundi qui vient ? Ouais, c'est lundi. Ouais, bravo, franchement, bravo. Uniquement avec notre communauté. Et c'est méga cool parce que ça nous aura pris 6 mois, mais tu vois, on aura réussi à faire rentrer notre communauté au capital de la boîte. Et je crois vraiment que c'est pour le mieux. Parce que t'en fais vraiment des ambassadeurs qui vont évangéliser ton concept. Donc c'est super cool. Ok, il y a Zidvos qui nous dit #PirateNation. Et il y a une question, mais je prends ta question juste après. Et d'ailleurs, sur le chat, si vous avez des questions, c'est le moment pour les poser. Du coup, ici, est-ce qu'il y a des questions ici ? Ah oui, il y a des gens derrière. Ah, vas-y, déjà. Du coup, bonsoir, merci pour cet échange. Salut. Je tiens à le dire. Mohamed, diplômé depuis cette année. Et en préambule, alors je porte un projet entrepreneurial. Tu as parlé de l'équipe, un élément très important. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les facteurs déterminants que tu regardes. Donc, c'est une question à l'entrepreneur que tu es, qui a développé pas mal de projets. Qu'est-ce que tu regardes en premier avant de t'associer ou avant de recruter quelqu'un vraiment qui est vraiment sur une fonction très importante comme un CTO ou autre ? Je ne sais pas si c'était clair ou pas. Oui, c'est très clair. Très clair. Merci Mohamed pour ta question qui renvoie beaucoup aux valeurs que tu veux développer dans ta société. En fait, il n'y a pas deux fondateurs qui va avoir les mêmes valeurs et qui veut développer les mêmes valeurs dans sa société. Donc il faut déjà que tu te poses la question de savoir quelles sont les valeurs que tu veux retrouver. Est-ce que c'est de l'ambition ? Est-ce que c'est de l'exécution ? Est-ce que c'est une valeur guerrière ? Est-ce que c'est une valeur de bienveillance ? Est-ce que c'est une transparence radicale ? Tu vois, quelles sont les 4 valeurs fortes que tu veux prôner parce que vraiment ça te correspond et tu sens que tu les incarnes et tu veux que la boîte ressemble à ça. Et en fonction de ça, recrute des personnes qui ont la tête bien faite, plus que les diplômes, et qui sont capables de réfléchir et de se confronter à des situations qu'ils n'ont jamais vécues. Et deuxièmement, essaye de déterminer des questions qui vont te permettre d'appréhender si oui ou non ils correspondent aux valeurs que tu as déterminées, en tout cas que tu as choisies et que toi tu as envie d'incarner. Tu peux avoir vraiment une valeur de guerrier où c'est uniquement la vente qui compte et tu n'en as rien à faire de la bienveillance, tu n'en as rien à faire de la communication, tout ce qui... Tu vois, si tu connais Anthony Bourbon de Feed, il te vend des valeurs guerrières et il te dit il faut trimer, il faut être un acharné. Ça marche très bien pour lui parce qu'il l'incarne et je pense que les personnes qui travaillent avec lui ont les mêmes valeurs que lui et sont dans le même mindset. Moi, tu me mets ces personnes-là dans ma boîte, ça ne fonctionne pas du tout parce que ce n'est pas ma politique et ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Et donc, en fait, il faut vraiment que toi, tu te poses la question et que tu fasses une introspection et que tu saches qui tu es et quel modèle de boîte tu veux créer.
Trop cool. J'en prends une question du coup d'ici toujours, voilà. Et derrière, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris des questions de derrière. Ah, oui. cool. Bonsoir. Ouais. Eddy, Factory Club. Je me dis, Cédric, avec ton produit en tant que particulier, tout ce qui rapporte même un peu est repris à un moment au niveau fiscal. Je me dis, comment ça se passe quand on vient investir dans tes produits au niveau déclaratif, comment ça fonctionne derrière? Parce que je veux bien gagner de l'argent, mais au niveau fiscal, comment c'est géré en fait? Ou est-ce que le particulier continue à le gérer comme il gère tout autre investissement? Salut Eddy. Toi, tu es le comptable de la boîte, c'est ça? Je m'occupe un peu de chiffres dans la boîte. Et de R&D. Non, effectivement, tout gain doit être fiscalisé en France. Donc déjà, tu peux investir en tant que personne physique ou en tant que personne morale société. Donc si tu investis en tant que personne morale, nous, on va rien te retenir. En fait, c'est du chiffre d'affaires. Tout ce que tu vas gagner est du chiffre d'affaires. En tout cas, c'est des revenus qui vont passer au niveau du chiffre d'affaires. Et si tu peux le compenser par des charges, tu ne paieras pas d'impôt sur les sociétés liées à ces gains-là. Si tu es une personne physique, le royalties te dit la chose suivante, te dit que, en tout cas, le modèle de royalties comptablement se transcrit par le fait que tant que tu n'as pas récupéré une somme supérieure à celle que tu as investie, tu ne payes rien dessus. C'est différent d'un prêt. Un prêt, l'argent continue de m'appartenir. Donc si j'investis 1 000 € en prêt dans une société, dès le premier euro qu'on me rend, je dois soit payer de la flat tax 30%, soit payer de l'impôt sur les revenus dessus, si c'est plus intéressant pour moi. Du royalties, on part du principe que ces 100 € ne t'appartiennent plus, ou ces 1 000 €. Pourquoi ? Parce que si l'immeuble fait faillite, ou si ça ne fonctionne pas, on n'a pas l'obligation de te les rendre. Ce n'est pas considéré comme un prêt. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant sur de l'immobilier, parce que tu es sûr que l'immobilier ne va pas perdre de valeur. Mais en tout cas, sur du royalties, si tu mets 1 000 € dans un immeuble, je vais pouvoir te rendre 1 000 € de loyer, tu ne paieras pas de taxes dessus. Par contre, le jour où on va revendre l'immeuble qui aura pris de la valeur et qu'on va te rendre 1 200 €, comme tu auras déjà récupéré tes 1 000 € de loyer sans payer d'impôt, l'intégralité de tes 1 200 € vont être taxés à la flat tax. Donc, c'est intéressant parce que tu bascules la taxe en fin de vie et donc tu as un report d'imposition quand tu investis en royalties d'une dizaine d'années. Ça répond à la question ? Ok, parfait. Une autre question ici ? Ah, Pierrick, vas-y. Bonsoir Cédric, merci. Moi j'avais une petite question, je suis jeune start-upper, montpelliérain. Félicitations. À moitié étudiant, on est dans une résidence étudiante, un peu 2.0. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent là. Est-ce que tu crois que c'est un public de choix pour investir sur Brix ? Est-ce que vous en faites une priorité chez vous, de faire en sorte que les étudiants soient au courant que vous existez et puissent se lancer dans l'investissement chez Brix ? C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de Persona, on regarde la tranche d'âge qui investit le plus sur notre plateforme. Et donc on a un graphe qui nous montre le pourcentage de personnes qui ont investi en fonction de l'âge. Et la tranche d'âge la plus représentée sur notre plateforme, c'est les 18 ans. Les 18 ans représentent 4% de nos investisseurs. Donc, tu vois, on ne parle même pas d'étudiants parce qu'ils ne sont même pas encore étudiants, les 18 ans. Hein, ils rentrent vraiment à la fac. Donc, effectivement, c'est une tranche d'âge qui est assez représentative. Alors, pas forcément en montant, mais en nombre. Mais ce qu'on a tendance à dire, c'est que comme on n'est pas là pour revendre la boîte dans 5 ans, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ils en auront 28 et ils auront déjà des revenus. Donc le fait qu'on soit capable d'aller leur proposer une solution maintenant qui correspond à leurs besoins, c'est intéressant parce que potentiellement, on va s'en faire des clients sur une très longue période. Ouais. Ok, je finirai en disant que moi, ma boîte, elle accompagne les jeunes pousses dans ton genre pour communiquer auprès des jeunes. Donc si tu as envie, nous, on est prêts de filer un coup de main pour communiquer auprès des étudiants à Montpellier pour l'instant. Okay. Donc voilà, au plaisir d'en discuter, on est juste à côté. Carrément, oui.
Trop fort. Ça, c'était pas prévu, ça. Trop fort. Franchement, trop fort. Il avait bien en tête. Ouais, non, mais il a préparé tout. Tu l'as vu, c'était amené. Ouais, c'était prévu. C'est pour ça qu'il était là. Ouais, le micro. Vas-y, Julien. Ouais. Bonsoir à tous, Julien. Salut. Du coup, nous, on accompagne les boîtes comme Pierrick. Donc, si tu veux qu'on discute, on peut faire un deal. Non, il y a une question intéressante, c'est la gestion de la propriété, notamment lors des décès. Ou comment ça se gère ces genres de choses? C'est de la succession normale? Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Si moi, j'achète, je décède, est-ce que c'est de la transmission à un tiers? Des choses comme ça? Tu vois, ça vient de nous arriver. Donc c'est un contrat qui est un contrat de gré à gré, donc entre une société et un particulier. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le notaire nous a contactés pour nous spécifier que la personne était décédée. Le notaire nous a demandé un avis de valeur, donc l'avis de valeur des briques qu'il avait sur la plateforme. Donc effectivement, la personne, pour récupérer ses briques, va devoir payer une taxe sur la donation et va ensuite récupérer la propriété du contrat, donc la propriété des briques. Okay. Ouais, donc c'est assez classique. Ouais. Merci. Ça répond à la question. Ça a l'air de répondre à la question. Parfait, ça fait plaisir. Cool, merci beaucoup, franchement merci. On reprend les questions dans quelques instants, parce que là il faut qu'on passe à ma pire anecdote, et ça serait après le jingle. Ok. Yes, voilà, on reprend la caméra centrale. Parfait. Du coup, je t'ai parlé tout à l'heure de ce qui va se passer. Oui. Voilà, donc toi tu connais. Est-ce que vous connaissez un peu le concept de ma pire anecdote ou mes pires anecdotes? Si, non Bras levé, qui connaît le concept? Ok. Les autres, vous n'êtes pas sur YouTube? Vous n'avez pas vu McFly et Carlito avec Macron par hasard? Ils ont fait ça? C'est pas les pires anecdotes. Exactement. Non, si c'est marqué mes pires anecdotes, c'est un truc, non? Sur McFly et Carlito? Ouais, je pense. Ou l'anecdote, je sais pas. Bref. Mais ok, ça marche. Merci pour la correction. Et du coup, le concept est simple, c'est que tu vas nous raconter une anecdote, soit par rapport à la boîte, soit personnelle, okay. Soit une très longue, soit trois trop courtes. Ok. Et du coup, on doit deviner si c'est vrai ou faux à la fin. Ok. Ça marche? Allez, super. Bah vas-y, je te laisse raconter. Je reviens de Paris et le train, je reviens en train, en seconde classe en plus, tu vois. Parce qu'on lève 13 millions, mais on prend toujours le train en seconde. Et là, il se trouve qu'il faisait chaud, on était début juillet. Il y a un caténaire, je crois que ça s'appelle comme ça, qui lâche. Le train a 3 heures de retard. Donc je vais passer 6h30 au total entre la gare et le trajet pour rentrer à Montpellier. On était le mercredi. Et je me dis, je fais quoi ce week-end? Et là, je me dis... bah tiens, si je me faisais le Mont Blanc. Et donc, je commence à regarder des vidéos sur YouTube pour regarder comment on se fait l'ascension du Mont Blanc. Et là, c'est génial, YouTube, tu as plein de vidéos. Donc, je commence à regarder la trace et il y a des gars qui ont filmé toute leur ascension. Donc, je regarde et je me dis, bon, en fait, c'est simple. Et donc, j'annonce à mon équipe le vendredi matin, écoutez les gars, je vais faire le Mont Blanc demain, ça va être cool, je vous tiens au courant. Le samedi donc je pars le samedi matin. Le samedi matin, je m'arrête à Decathlon. J'achète du matos pour faire l'ascension parce que j'avais récupéré la liste du matos dont j'avais besoin pour faire l'ascension. Ouais. Je me retrouve à 15h au pied de la montagne et je commence à monter. Et donc je monte. Je m'arrête 1 heure au refuge pour manger et pour dormir. J'arrivais pas à dormir. Donc là, je suis à 3800 mètres au refuge, le dernier refuge. Il est 2h du matin. Je rencontre 2 Marocains qui partent faire les 1000 derniers mètres. Et je me dis, je les suis. D'ailleurs, je leur dis, les gars, vous voulez pas qu'on s'encorde? Parce qu'eux, ils partaient encordés. Et tu vois, on te dit que comme il y a des crevasses, il vaut mieux être encordé. Et là, ils me disent, ah non, mais... on va pas s'encorder avec toi, on ne connaît pas, tu vas pas nous Okay. mettre en danger. Tu vois. Et j'arrive à 6h du matin en haut du Mont Blanc, c'est super cool. Le temps est magnifique, il y a un grand soleil, tu peux pas rêver de conditions plus parfaites. Ça s'est super bien passé, je suis monté très rapidement. Et là, je sors mon téléphone, je prends une photo et je fais tomber mon téléphone.
Le téléphone, il tombe, il fait il dévale la pente sur 1000 mètres et je le retrouve jamais, tu vois. Et là, je me retrouve con parce que je suis en haut du Mont Blanc. Son téléphone. Surtout, je peux pas prouver que je suis monté en haut du Mont Blanc, tu vois. Et donc, je me suis dit, tout est pour le mieux. C'est mon téléphone qui est tombé, c'est pas moi. Donc, tu vas faire gaffe sur la descente. Et donc, je suis redescendu. Et t'as pas la photo? Si, j'ai récupéré une photo. Ok, donc quelqu'un d'autre. Ok, ça marche. Non, mais attends, est-ce que Il y a c'est la vrai, est-ce que c'est faux? Bah oui, mais c'est ça la vraie question. Mais franchement, t'as bien joué le jeu. Bravo. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, comme chez McFly et Carlito, vous pouvez poser vos questions. Et du coup, qui a une question à lui poser pour savoir s'il dit la vérité ou que c'est faux? Vas-y, Venu. Ouais. Quelle était la marque de ton matériel? Décathlon. Ok, on a une question devant. Ouais, Pardon? Je suis parti avec ma voiture. Oui. Ok, d'autres questions? Ouais, vas-y. Et comment tu as réagi face au refus de les Marocains s'accordent avec toi? Non, je l'ai compris, je me serais pas encordé avec eux s'ils me l'avaient demandé. Je veux dire, tu peux comprendre que les mecs, ils aient pas envie de... Tu passes des crêtes qui peuvent être assez... On te dit, quand il y en a un qui tombe d'une crête, il faut se jeter de l'autre côté. Donc tu vois, je peux comprendre qu'ils me connaissent pas et ils n'ont pas forcément envie de risquer leur vie pour moi. Tu les as suivis quand même? Vous étiez l'un derrière l'autre? Ouais, on est arrivé, on était un groupe de 7 sur le sommet. Mais où j'ai eu de la chance, c'est que tous les guides considéraient que c'était trop dangereux de monter. Et donc, il y avait quasiment personne, les refuges étaient vides. Et normalement, quand tu es au refuge en haut, tu as 120 places. Ça fait le mytho, tu sais qui. Et là, en fait, j'ai appelé la veille et ils m'ont dit, il n'y a plus personne, vous êtes que 30 au refuge, donc tu peux monter tranquille. Ok. Du coup, oui, derrière déjà. Quel était le nom du refuge? C'est le refuge du goûter. Ok. Question devant, par ici. Ouais. T'avais une question, non? Ah, ok. Par là. Attends, à côté. Vous avez pas une question par hasard? Vous êtes là depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Le Mont Blanc, en haut, il est assez large. Comment tu as pu faire tomber ton téléphone sans vide que ça ne soit pas genre dans la neige en bas en dessous de toi? C'est un glacier, donc en fait, t'as pas besoin que ça soit large, pas large en fait. Il suffit juste que tu aies une petite pente, hein, tu fais tomber la moindre chose, c'est de la glace et ça devient vite une savonnette. Ok. En combien d'heures est-ce que tu as monté le Mont Blanc? Très bonne question. Je suis monté en 8 heures et je suis redescendu en 6 heures. Ok. On a juste 2 questions du chat. Il y a plein de monde qui nous dit, tu es monté avec ou sans crampons? Je suis monté... Alors ça, c'est une bonne réponse. Je suis monté à 3008 jusqu'au glacier sans crampons. Et d'ailleurs, je ne suis même pas monté en chaussures d'alpinisme parce que je les vois tous monter en chaussures d'alpinisme, ils galèrent. Donc moi, je suis monté en chaussures en basket et j'étais bien plus à l'aise. Tu vois, je fais du trail, donc je suis monté en chaussures de trail. Et j'ai mis les chaussures d'alpinisme et les crampons à 3008 quand tu arrives au glacier. Donc ça te pèse un peu plus lourd dans ton sac, mais c'est bien plus simple après en termes d'agilité tant que tu n'as pas le glacier. Ok, je prends une dernière question par ici. Est-ce qu'il y a une question ici? La vendeuse. Annecy. Annecy, ok. Non, à Annecy, il y a pas mal de matos d'alpinisme. Annecy. Ok. Moi, j'ai juste une question. Tu m'as dit le train, ça a été bloqué à quel jour? C'était le mercredi. Ok, ça marche, merci. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, main levée, tout simplement. Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? La moitié... Ah, il y a pas mal de faux, quand même. Ils sont trop influencés, parce que du coup, ils ont vu derrière ce qui se passe. Ils ont dit, vas-y.
Ok, donc il y a beaucoup de vrais. Ok, il y a beaucoup de vrais. Et sur le chat, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je vois que c'est marqué non, c'est faux, vrai. J'attends du coup la suite, voilà, si c'est vrai ou faux. Vrai, faux. Vrai, faux. Mais en tout cas, franchement, genre, t'as raconté plein de détails et pas mal de choses. Là, on a sur le chat, c'est un peu plus vrai. En vrai, c'est un peu moitié-moitié pour le coup. Là, je pense c'est, ouais, je dirais 70% qui étaient vrais et 30% qui disaient que c'est faux. Et moi, je dirais que cette anecdote, avec tous les détails que tu as donnés, avec la question d'Annecy, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est vrai. Ah, voilà, mais j'étais sûr. Comme je suis monté avec 2 Marocains, je leur ai demandé de me prendre en photo. Et ils ont accepté? Oui, ils ont accepté. Et tu vois, Hugues me pose la question parce que j'avais mis ça sur LinkedIn et j'ai dû le retirer parce que ça a fait un bad buzz. Tout le monde m'a traité de mytho parce que une semaine après, j'avais pas reçu de photo des gars. Et ils ont mis genre 2 ou 3 semaines pour m'envoyer la photo qu'ils avaient prise. Et donc en fait, et c'est marrant, il y a eu des mèmes Serge le mytho avec Jonathan Cohen, tu vois. Et c'est comme ça qu'arrivé en haut du Mont Blanc, j'ai perdu mon téléphone. Mais le truc a buzzé. Sur LinkedIn, t'as 4000 retweets, c'est juste dingue, quoi. Et là, t'as sorti la photo? Et là, j'ai sorti la photo, mais après, on m'a rétorqué le fait que c'est super dangereux parce que s'il m'était arrivé quelque chose, j'aurais mis en danger la vie des secouristes qui seraient venus me chercher. Bon, après, ça, c'est un point de vue, mais en tout cas, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est dingue. C'est juste incroyable. Ce qu'on fait, du coup, on revient aux questions après le jingle. C'est parti. Yes, parfait. Je reprends du coup les questions sur le chat. Je prends vraiment les dernières questions. Et pareil, du coup, pour ceux qui sont ici. Et on démarre par une question d'ici. Ah, voilà une question là-bas. Est-ce que tu as le micro? Yes, parfait. Et je te laisse. Bonsoir Cédric, merci pour ton intervention. Mathis Brunat, étudiant à MoMA. Tu parlais tout à l'heure que ta cible, c'était les 18 ans. Est-ce que tu ne penses pas que tu parlais aussi des concurrents et de la blockchain, est-ce que ça ne serait pas un tournant aussi pour Brix intéressant aujourd'hui de se tourner vers la blockchain et de distribuer des tokens? Et si jamais c'est envisagé, quand est-ce que ça va l'être chez Brix? Tu investis que si on a des tokens, c'est ça? Non, du tout, je suis prêt à investir aussi de l'argent. On démocratise l'investissement immobilier pour tous, et pour tous, c'est ceux qui possèdent aussi des tokens. Donc effectivement, en 2023, pour ne pas m'avancer trop sur les délais, on va proposer une solution qui permettra aussi de toucher cette cible de personnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains qui n'ont pas tout perdu sur leur Bitcoin et qui sont toujours en positif ne peuvent pas sortir leur argent de la blockchain, sinon ils vont payer 30% de flat tax dessus. Et tu as beaucoup de personnes qui ne veulent pas sortir de l'écosystème crypto, soit par conviction, soit parce que tu as une taxation importante. Donc c'est comment on va chercher ces personnes-là qui ne veulent pas sortir de l'écosystème crypto pour nous récupérer de l'argent et le rediriger vers l'économie réelle, vers des propriétés physiques. Donc effectivement, on développera à terme une solution pour viser spécifiquement ce public-là. D'accord, merci. Et je rebondis du coup sur ma question. Est-ce que ça sera en association avec un concurrent américain ou est-ce que ça sera vraiment géré par Brix en France? Ah non, on le fera nous-mêmes. Ouais. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et on a 3 questions sur le chat. Je les prends rapidement. La première, du coup, c'est de Pierre. Il nous dit « Hello, lorsque tu retires tes briques, tu es imposé à ta plus-value. Est-ce que tu es imposé à ta plus-value à 19% comme un investissement immobilier classique ?» 19%, je ne sais pas de quoi il parle exactement en termes. Ce montant-là, ce pourcentage-là ne me parle pas. En tout cas, effectivement, tu es imposé soit à la flat tax à 30%, soit sur ton impôt sur les revenus et sur ta tranche marginale d'imposition. Donc effectivement, si tu fais des gains, tu devras payer des impôts dessus. Ok. Une question de Blind Moon je pense qu'il a posé tout à l'heure et je ne l'ai pas posé. Quel est le délai moyen entre la mise en place d'un bien sur la plateforme et son financement complet?
c'est dur de donner des moyennes parce que ça dépend vraiment de la typologie des biens. On a des biens qui se sont financés en 10 secondes. Quand on a des biens au Portugal, en général, ils se financent en l'espace de 5 à 10 minutes. Et c'est quand même des montants importants. Tu vois, c'est 1,5 million un immeuble au Portugal et il va se financer en l'espace de 5 minutes. On a des biens qui mettent jusqu'à 3-4 mois pour se financer. Donc, et c'est quoi la différence ? La localisation en général, tu vois, dans le 59, ça met plus de temps pour se financer. À Sainte-Maxime, sur la Côte d'Azur, c'était incroyable. Il a mis 16 secondes pour se financer. On a levé 1,8 million. 7 secondes 16. Donc le soleil fait vendre. Ouais. Il y a ce côté exotique qui plaît, parce qu'au-delà de ton investissement, tu te dis, c'est la Côte d'Azur, c'est le Portugal, ça va continuer de prendre de la valeur. Même si tu as des très bons rendements locatifs à Lille, on met plus de temps pour financer les immeubles de Lille. Ok. Zibos qui nous dit à quel point sont alignés les incentives financiers de Brix et des investisseurs sur la plateforme ? Pas assez. C'est une critique qu'on nous fait et je la prends parce qu'effectivement, là aujourd'hui, on n'est pas forcément aligné en termes d'intérêt, d'incentive. Nous, on va se rémunérer sur le financement de l'immeuble quand eux vont se financer sur notre capacité à gérer l'immeuble. Et c'est eux qui portent le risque si on ne gère pas bien l'immeuble. Et ça, effectivement, c'est pas normal. Donc, on est en train de réfléchir à aligner ça pour qu'on ait quelque chose qui soit plus aligné et qui rassure les investisseurs. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Je prends une dernière question ici. Parfait. Salut Cédric. Salut. Maxime, 19 ans, je suis chasseur immobilier chez Green Living sur Montpellier. Et ma question, c'est quels sont les critères de sélection des immeubles que vous choisissez chez Brix ? Très bonne question. Donc ça va être surtout, ça va être le rendement locatif pour commencer, ou alors la capacité du bien à prendre de la valeur dans le temps. On va regarder uniquement des biens au-dessus de 700 000 euros en prix d'acquisition. Et on va regarder des biens immobiliers qui font à minima 10 locataires. Ça, c'est pour la partie résidentielle. Et pour la partie commerciale, on va regarder la localisation, l'emplacement du bien immobilier, le locataire, le bail qui a été signé. Donc sur le commercial, les critères sont un peu différents. Ok, parfait. Ça répond... Cool. Merci beaucoup. Je prends juste les 2 dernières questions du chat. Il y a Pierre qui nous dit on ne peut pas investir plus que 5 000 euros par investissement. C'est vrai ? Non, je lui garantis que s'il a plus à investir, il peut. On ne peut pas investir plus de 5% de la valeur de l'immeuble par investissement. Okay. Donc un immeuble d'1 million d'euros, on ne peut pas investir plus de 50 000 euros. Ok. Donc ça dépend de... Et ça, ce n'est pas du tout réglementaire. C'est juste... pour éviter qu'une personne... En fait, réglementairement, une personne ne peut pas investir plus de 2,5 millions euros sur notre plateforme à l'année. Mais si tu as un super immeuble, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un gros investisseur qui arrive et qui achète 50% de l'immeuble entier. Parce que l'idée, c'est quand même de répartir sur un maximum d'investisseurs. On est dans une dynamique de diversification. Et donc, pour éviter ces phénomènes, tu ne peux pas posséder plus de 5% d'un immeuble. Ok. Une question de Anne qui nous dit salut, comment est composée ton équipe produit ? Quels sont les postes les plus importants ? L'équipe produit, donc j'imagine que c'est... je ne sais pas exactement de quoi elle parle parce que l'équipe produit, on a un directeur produit, on a une personne qui fait du testing et de la QA pour ceux qui connaissent, mais l'équipe produit est assez réduite. Ok, ça marche. C'est une réponse. Oui. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste les applaudir, les amis ? C'était vraiment très cool. Très cool. Très cool. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai toujours pas capté l'immobilier, mais c'est pas grave. Un jour, je vais apprendre. Voilà, un jour, ça sera mon tour. Mais je vais revoir ça en replay, je pense. Justement, le principe, c'est que tu n'as pas besoin de capter. Tu viens sur Brix, tu mets de l'argent, tu investis facilement et tu n'as pas besoin d'être expert. Je vais voir. Le parrainage, ça se passe comment ? Le parrainage, vous vous inscrivez, vous avez une page parrainage et vous allez voir que vous avez soit un lien de parrainage, soit un code de parrainage que vous pouvez transférer à vos amis, votre famille,
ta communauté. Et c'est quoi le Et donc, gain il y a 1% de tout ce qui est investi sur les 3 premiers mois qui vous est reversé pour le filleul et pour le parrain. Donc, ça fait 2% au total qui sont reversés sur ton investissement. Ok, trop cool. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as quelqu'un que tu me recommandes à ramener sur le Patreon? J'ai personne qui me vient là. Mais il faut que je le connaisse ou Non. Non. Il faut que ça soit un créateur de boîte. Oui. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui m'inspirerait en fait. Oui, ouais. vas-y. Ok. Elon Musk. Ouais, vas-y. Ouais. Challenge accepté. Ça marche. Et pourquoi Elon? J'aime bien ça. D'un, il joue sur du long terme. Deux, tu vois, il a toujours été capable de prendre des paris parce que il a vendu PayPal pour 165 millions. Il a réinvesti l'intégralité dans ses boîtes envers et contre tous. Tu vois, plein de fois, il est passé très proche de la faillite, mais il y croyait suffisamment pour continuer d'avancer. Et tout ce qu'il fait, c'est par passion. Il est fantasque, il a une personnalité tu vois, avec laquelle je m'entendrai sûrement pas, mais je pense que d'un point de vue résilience et vision et passion, je pense que ça peut être un exemple de pas mal d'entrepreneurs de ce côté-là. Mais après, il a plein de côtés particuliers. Ça serait intéressant parce que je suis pas sûr que tout ce qui se dit sur lui soit vrai ou soit forcément faux. Ça marche. Tu vois, on va le ramener. Il va raconter une anecdote. Ça va être archi cool. Cool. Merci. Franchement, merci encore. Et oui, dernière question aussi. Voilà, j'ai beaucoup de dernières questions. Où on peut te suivre tes actus Sur LinkedIn, tu l'as vu? Oui, bien sûr. Non, j'essaye de répondre, même si je réponds pas forcément en synchrone. Je mets un peu de temps parfois, mais que sur LinkedIn. Il n'y a que là que je peux publier. Un dernier mot? Merci pour l'invitation, Adil, et bon courage parce que c'est cool. Et je te souhaite le meilleur avec Startup au KLM. Ah bah voilà, merci. Cool.